Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans ce journal dont voici les titres. C'était le grand jour pour les athlètes de 17 nations du continent. Monaco accueillait les championnats des petits États d'Europe d'athlétisme aujourd'hui dans l'enceinte du Stade Louis II. Nous y étions. Kazuki Hamada s'en va, l'OPMC dit au revoir au maestro qui l'a fait rayonner pendant près d'une décennie à travers le monde. Le directeur artistique et musical nous a accordé une dernière interview et nous a livré ses meilleurs souvenirs. Nous irons ensuite retrouver notre correspondant à New York avec aujourd'hui le navire amiral du Yacht Club de Monaco, Twiga, qui vient de mouiller sur le fleuve Hudson et participera à la parade des 250 ans de l'indépendance américaine le 4 juillet prochain. Et puis nous finirons sur du sport, un sport un peu particulier mais qui ne manque pas d'élégance, vous allez voir, il est adapté aux joueurs en perte de mobilité. On a testé le walking foot. Direction le Stade Louis II pour démarrer ce journal où se déroulent aujourd'hui les championnats des petits États d'Europe d'athlétisme. 300 athlètes de 17 nations différentes sont au rendez-vous. Premier résumé avec Gaëtan Lebrun et Hugo Comaza sur place. C'est Marie-Charlotte Gastaud qui a ouvert le bal des médailles pour la Fédération monégasque d'athlétisme en remportant le bronze aux 400 mètres haies. Elle est devenue cet après-midi la première athlète monégasque à remporter une médaille au championnat des petits États d'Europe. Je suis plutôt contente de ma course. Après, je vous avoue, début de saison, j'ai commencé il y a 2 semaines. Donc j'ai fait un bon temps, on va dire. J'espère descendre sous la minute au fil de la saison. Et très contente de cette médaille. J'ai tout donné, voilà. Donc je suis plutôt contente. La belle histoire du jour, c'est aussi la victoire de son frère, José Manuel Gastaud, en finale B du 400 mètres haies masculin. Dans la catégorie reine, le 100 mètres, les monégasques étaient aussi attendus. Chez les femmes, Célestine Lung s'est malheureusement blessée à quelques mètres de l'arrivée, alors qu'elle était 3e de la course. Et chez les hommes, Maxime Konen lui a assuré une belle 5e place derrière son coéquipier Théo Bottin. À l'entraînement, je travaillais les départs. Et là, j'avais pas pris à mon départ, j'étais pas assez concentré. On n'avait pas mis assez de puissance. Et après, la technique, elle n'allait pas trop. Mais ce qu'il faut essayer de faire, c'est travailler ça lundi et les semaines à venir. Comme ça, il faut progresser et travailler ses points faibles. Et c'est ce que je vais essayer de travailler la semaine prochaine. L'or ne se sera pas fait attendre. Largement favorite, Lai Yu, lui, a remporté le 100 mètres haies femmes en courant sous la barre symbolique des 14 secondes et offre à Monaco son tout premier titre au championnat des petits États d'Europe. Il y a 3 ans que je m'entraînais ici, donc aujourd'hui je fais une performance ici à domicile, donc je suis très contente. C'est ensuite les spécialistes du demi-fond qui ont pris le relais, avec notamment le 800 mètres hommes. L'athlète monégasque François Ducourant a réalisé son rêve de médaille en remportant le bronze devant son public. Je suis venu pour la médaille, c'était un peu inespéré. J'ai fait mon record la semaine dernière, à partir de là je suis devenu dans les challengers pour la médaille. J'étais pas forcément habitué à ce statut, mais j'ai tout fait pour et ça passe aujourd'hui, donc c'est un rêve à la maison, c'est incroyable. J'ai du mal à y croire, mais c'est trop bien, c'est l'objectif. Voilà, et rendez-vous demain pour connaître les résultats de la fin de journée. Tout autre chose, la Suisse est réputée pour être un pôle d'innovation et de technologie. Les opportunités économiques y sont en effet très nombreuses et c'est justement cet aspect qui a été présenté ici en fin de semaine lors d'un événement organisé par la CCI France-Suisse avec le soutien de Monaco Tech et du Monaco Economic Board. Un rendez-vous réunissant des acteurs de l'écosystème helvétique qui aura permis de délivrer aux participants les clés pour leur possible future implantation en Suisse. Émilie Rousseau et Arnaud Imbert. Avec son économie stable et son fort pouvoir d'achat, la Suisse reste une destination stratégique pour de nombreuses entreprises. Chaque année, de plus en plus de sociétés franchissent la frontière pour développer leurs activités. Pour répondre à cet intérêt, la CCI France-Suisse est partie sur les routes de l'Hexagone pour aller à la rencontre des porteurs de projets. Après Strasbourg, Lyon, Paris et Marseille, c'est à Monaco qu'elle a présenté les atouts de son pays. Les atouts de la Suisse, c'est vraiment le fait que nous soyons un petit pays tourné vers l'extérieur, qui recherche toujours des partenaires potentiels de coopération économique. Et puis nous sommes un pays stable, avec un système politique d'une grande stabilité. Et nous sommes aussi un pays d'innovation. Nous sommes depuis plusieurs années le pays numéro 1 en termes d'innovation. Et nous avons des écoles polytechniques fédérales qui nous permettent aussi d'investir énormément d'argent dans la recherche et de développer des nouvelles technologies. Et la Suisse a vraiment, tout comme la principauté de Monaco, énormément d'atouts.
Les arguments ne manquent pas pour se développer, s'implanter et innover en Suisse. À travers des échanges et des témoignages d'experts et d'entreprises, les participants ont reçu les clés nécessaires pour envisager leur développement sur le marché suisse. La Suisse n'est pas une région française et elle a ses propres règles, son propre fonctionnement. Et en fait, on en vante surtout l'extrême diversité, notamment du tissu économique, avec des PME. Et tout. Donc c'est une lecture compliquée et on dit notamment que la Suisse se prend en temps long. Il faut du temps pour s'installer. Et donc quelque part, nous venons à aider les entrepreneurs à se poser les bonnes questions pour réussir leurs projets. Enrico Tenaglia a lui fait le chemin inverse. Ce scientifique italo-suisse a intégré Monaco Tech il y a 1 an et demi pour développer Gaia Tech, une start-up spécialisée dans les produits cosmétiques. Il a pu partager sa propre expérience. Il y a beaucoup de points communs, il y a aussi des différences évidemment, mais je trouve qu'ici aussi les gens sont beaucoup à l'écoute. En fait, les choses sont assez simples souvent et c'est similaire en Suisse. La Suisse est toujours accueillante et facile à gérer du point de vue administratif. À Monaco aussi, il y a une certaine agilité, donc voilà, le milieu idéal. Avec la mission du Monaco Economic Board à Zurich en mars dernier et ce roadshow de la CCI France-Suisse, les deux pays renforcent leurs relations économiques et ouvrent la voie à de nouvelles coopérations. L'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo dit au revoir à une figure majeure. Son maestro, Kazuki Yamada, tire sa révérence après 10 ans. Au fil de son parcours, des saisons, des tournées, des événements et des rencontres, que retient le directeur artistique et musical? En guise d'au revoir, Kazuki Yamada a accordé une dernière interview à José Sacré. Maestro Kazuki Yamada, bienvenue sur Monaco Info. Vous êtes directeur artistique et musical de l'OPMC depuis 10 ans maintenant et vous avez décidé de quitter l'orchestre cette année. Alors, au départ, c'était votre premier poste de directeur artistique et musical à Monaco. Pourquoi, il y a 10 ans, avez-vous choisi l'OPMC comme directeur artistique et musical? Pourquoi? I worked with some foreign orchestras already, but not chief conductor or music director. I was just a principal guest conductor of the Orchestra de la Suisse Romande. It was really honored and a big pleasure for me. And then, of course, the kind of the no choice. Okay, I took the offer, and then I heard the offer, and then immediately, oh yes, why not? And then already I was principal guest conductor of OPMC 2 years, and then to become music director, music and artistic director is very natural way for me, and that's why no other reasons for decline, of course. Just it was also decision from the princess. Yeah, I really thankful for everybody for choose me. Yeah. Comment se sont passés vos débuts avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo? Yeah, of course there are many challenges to do the concert. Are not so difficult. It's okay. It was okay, of course, but I had to take time to realize what is exactly job of music director of OPMC. I had to take time a little bit, and then now I can say that 10 years later, it's easy. So to say music director works is like that. It's the most important thing is to do good concert. Yeah. But so not only that, of course. So how to take care of everything around the orchestra, inside the orchestra, or outside of the orchestra. It's sometimes very diplomatically, should be diplomatically, should be politically, like that. But so maybe some reasons, so the very beginning of my career as music director, maybe it was sometimes difficult because I didn't know the job, exactly job, and how to communicate for everybody, something like that. But to take time after that, yes, getting easier, yeah. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire que vous avez réalisé tous vos projets?
the 10 years is such a long period. We did many amazing projects. So, of course, the OPMC's music director, it's a role to do the concert of OPMC, actually. But for my feeling, it's never enough like that, never enough. And then that's why I did a lot of other things, including the ballet or opera, and then children concert, something like that. And then I really enjoyed so much for the whole project. And yeah, I really satisfied. Of course, we made many CDs or many recordings, such like that, but actually never enough. We can continue. Alors, vous avez dirigé beaucoup de concerts avec des succès fabuleux, des standing ovations. Yeah. Vous avez invité d'autres grands chefs, de grands solistes. Vous avez invité des jeunes solistes qui sont devenus de grands solistes. Alors, de quoi êtes-vous le plus fier? It's very difficult to choose one like that. And but I can say all concerts with OPMC were so beautiful in beauty. And then, of course, there are many great artists, great guest conductors, but the most important, beautiful thing is we tried everything which we can do like that. We tried everything which we can do. It's the most important things. We try to do our best always. It's the most grateful, most important thing for me, and that's why my memory during 10 years were all in beauty like that. Y a-t-il un moment le plus fort pour vous? Disons un moment. But if I have to say one moment like that, we did the Japan tour, 2024. It was the biggest time for me, and of course the OPMC's concert was always so great. But in my home country, it was very special feeling, and the OPMC played so beautifully, so wonderful, incredibly great. That's why on the podium, I almost cried. Pour votre dernier concert d'abonnement, vous avez choisi la 9e de Beethoven. C'est pas par hasard. Pourquoi? Yes. So Beethoven 9 is such a meaningful piece. So to take the peaceful, to take the harmony each other, and it can be very big message for everybody. And then actually not only the orchestra with human voice. And then in this concert in the Monaco, the Beethoven 9 will be including the children choir. Of course, Beethoven 9 is normally with adult choir, only adult choir, but my idea is why not to take with children choir. And then children is kind of the symbol for the future, or hope, or something like that, the future hope. That's why, so the OPMC stories should be continued, and then for the great, beautiful future. That's why we chose Beethoven 9. Maestro, merci infiniment. On vous souhaite une merveilleuse carrière sur les plus grandes scènes du monde. Et bien sûr, vous continuez à être directeur musical du City of Birmingham Orchestra. Et vous avez été nommé récemment chef-directeur du Deutsche Symphony Orchestra à Berlin. On espère quand même vous voir prochainement de temps en temps à Monaco, peut-être.
Why not? Why not? So that's a big pleasure to come back here, of course. And but it will be, of course, it will be the Maestra Natalie Stutzmann edition. It will be if I can be allowed by her. Yeah, why not? It will be a big pleasure. Yeah. Merci beaucoup. Merci Thank beaucoup. you very much. Yeah. Très bel entretien. Prenons la direction des États-Unis à présent. C'est l'heure de la chronique US de notre correspondant. Une image forte ce samedi et un symbole d'élégance maritime à la monégasque de l'autre côté de l'Atlantique. Le Twiga, navire amiral du Yacht Club de Monaco, vient d'amarrer à New York où il se joindra bientôt aux commémorations du 4 juillet, marquant le 250e anniversaire de l'indépendance des États-Unis d'Amérique. Invité à participer à la grande parade navale de la fête nationale américaine, le prestigieux voilier de 1909 revient de loin, après avoir été victime d'un dématage spectaculaire lors d'une tempête en Méditerranée l'an dernier. Sa présence dans la Grosse Pomme sur le fleuve Hudson est donc forcément une fierté pour la principauté, outre ses liens étroits avec le pays natal de la princesse Grace. Retrouvons Bastien Bory sur place. Après une reconstitution de la guerre d'indépendance américaine organisée lors du bicentenaire de 1976, New York mesurera cette fois son histoire à la hauteur de ses gréements. Et sur les courants capricieux du fleuve Hudson, ferries et navires marchands céderont volontiers le passage à 48 voiliers et autant de bâtiments militaires. Une parade de 24 km, la plus importante jamais déployée aux États-Unis en temps de paix. Ça ne sera pas évident, mais disons qu'on va pas naviguer sous voile déjà, puisqu'ils attendent quand même 2500 bateaux. On naviguera, on va dire, au moteur, et on suivra tous les tall ships des différents pays, ainsi que les bateaux militaires. Et il y a quelques semaines, la coque plus que centenaire du Twiga retrouvait son mât de 27 mètres qu'un grain d'une intensité inattendue brisait net le 28 août dernier lors d'une compétition au large des Baléares. Sans faire de blessés parmi la vingtaine de personnes à bord ce jour-là. On a eu moins de 15 jours pour préparer le bateau. On a quand même réussi à le mettre en état de navigation. On a même fait une navigation à Monaco avant de partir. Les préparatifs ne changent pas trop. On a déjà fait des régates en Angleterre ou dans d'autres pays qu'on a chargé aussi sur cargo. Donc on commence à avoir l'habitude de gérer ce passage-là. Assemblé par les chantiers navals écossais en 1909, le Twiga était à l'origine une commande du duc de Medina Celi, armateur et collectionneur d'art proche de la cour espagnole et de son roi Alphonse XIII. Et du pavillon ibérique, ce voilier de course fait d'acajou et d'orme rouge passa sous drapeau britannique puis suédois, survivant à 2 guerres mondiales avant de s'arrimer à une autre cour, celle des Grimaldi, en 1995. Well, for the Manhattan Yacht Club, it's such a dream to have Twiga here at our club. You know, many years ago when Yacht Club de Monaco acquired Twiga, we followed what they were doing and we were excited about it, and it inspired us to acquire our own 12-meter. Twiga is going to make a huge impact and inspire so many Americans this summer. What will happen is after the 4th of July, Twiga, Viola, the 212 meters, and Arabella will get on a tour. And we're going to depart New York Harbor. We're going to go all the way up to Newport, Rhode Island. And along the way, we're going to stop at some of the best yacht clubs. And every yacht club that we stop at, Twiga is going to open people's eyes to what's possible. She's going to inspire the sailors. And it's going to be an amazing trip. Not only will Twiga inspire the U.S. people, but we hope that the U.S. yacht clubs will also inspire our friends from Monaco. Car la côte est des États-Unis concentre le plus grand nombre de charpentiers de marine du pays formés aux méthodes classiques de restauration, restreignant l'accès aux clubs nautiques d'où sont exclus les voiliers faits de matériaux non conformes à ceux d'origine. Une rigueur technique similaire en Europe où le respect du patrimoine doit composer avec les impératifs de la transition énergétique. Le Yacht Club a toujours, s'efforce toujours d'avoir une portée internationale dans différents domaines. Donc que ce soit avec Twiga dans le domaine classique, puisqu'on est quand même très investi dans ce milieu-là. On organise des régates à Monaco. On participe aussi aux associations classiques internationales. On a beaucoup d'autres événements qui sont dans d'autres domaines, dans l'énergie, dans la compétition, dans l'olympisme. Tous ces domaines-là, on essaie vraiment d'aller vers le futur et de suivre l'évolution du monde
Et cette partie-là de Twiga qui est beaucoup plus historique nous rappelle aussi que ce qu'il y avait avant et que tout partait de là et que c'est très symbolique en fait. Et l'histoire a ses ironies. D'ici 2030, dans le monde, près de 10 000 navires cargos et porte-conteneurs à moteur polluant devront s'équiper de voiles et autres systèmes de propulsion éolienne pour répondre aux normes environnementales. Retour à Monaco avec une idée de sortie en famille pour ce week-end. Le Jardin Exotique en fête. Un événement organisé par la mairie de Monaco qui propose des animations gratuites, incluses dans le prix du billet et pour toutes les générations. Cet après-midi, Sarah Nkari et Arnaud Imbert se sont rendus sur ce site d'exception perché. Regardez. C'est sans doute l'un des plus beaux points de vue de la principauté. À flanc de falaise, le Jardin Exotique a rouvert il y a seulement 2 mois après une importante phase de travaux. Le site a retrouvé son public et pour célébrer cette nouvelle page de son histoire, le traditionnel Jardin Exotique en fête signe son grand retour. Les choses ont tellement changé avec la création du parking des Salines. C'est un vrai atout pour le Jardin Exotique d'avoir un parking juste en face. Les bus de tourisme peuvent revenir, donc on ne savait pas trop à quoi s'attendre, mais on est très contents. On a environ 20 000 personnes qui se sont rendues au Jardin Exotique sur le mois d'avril. On a de très bons retours et on est à peu près sur des stats en fait, par rapport à avant la fermeture sur des chiffres du mois d'août. Pour les petits comme pour les plus grands, l'événement prend des airs de terrain de jeu géant. Atelier maquillage et balade à poney, une expérience que Joy, 4 ans, ne risque pas d'oublier. C'est très bien, parce qu'il était sage. C'est génial, ça permet de ne pas avoir à bouger loin, tout en... Enfin, les enfants, ils adorent tout ce qui est poney, tout ce qui est activité. Et c'est vrai qu'on a la chance sur Monaco d'avoir pas mal de petites activités comme ça qui sont mises en avant. Et ça nous permet d'avoir des super week-ends. Pour les visiteurs les plus curieux, le rendez-vous est aussi l'occasion de découvrir les coulisses de la renaissance de ce joyau botanique. Une conférence sur le chantier de rénovation se tiendra une nouvelle fois demain à 14h. Autre endroit, autres activités. Aujourd'hui, c'était la fête de la petite enfance à Monaco. Comme chaque année, le service dédié de la mairie réunit les familles au parc Princesse Antoinette pour qu'elles puissent échanger avec des professionnels autour du bien-être et de l'épanouissement des jeunes enfants. Le rendez-vous permet également de présenter le programme éducatif proposé dans les crèches de la Principauté ainsi qu'au mini-club du Larvoto. Le tout dans un esprit convivial qui, comme vous le voyez, était lui aussi au rendez-vous. Et en parlant de programme, la direction des affaires culturelles a présenté le sien avec ce nouveau nom, Kaleido, qui laisse entendre la multitude d'activités proposées aux jeunes cet été à Monaco, à commencer par un grand concert de la chanteuse lyonnaise Stiletto, révélation féminine aux Victoires de la musique 2025. Ce sera le 16 juillet prochain au Fort-Antoine. Les réservations sont déjà ouvertes en ligne pour les monégasques, résidents et scolarisés en principauté de moins de 30 ans. Si vous n'avez pas encore votre place, rendez-vous sur le site internet montecarloticket.com. Rouvrons brièvement une page de sport avec une forme de football un peu spéciale, le walking foot, une discipline que l'on peut catégoriser comme une activité physique adaptée, tout est dans le nom, on joue au foot en marchant, idéal pour les adeptes qui sont en perte de mobilité. Yannick Debever et Thomas Deus nous emmènent découvrir ce sport au grand tournoi organisé ce matin au stade des Moneghetti. On aurait pu croire à la finale de Ligue des Champions avant l'heure, version senior. Ce matin, le club de walking foot de Monaco organisait un tournoi à 7 équipes avec la participation de Contes, Nice et Marseille. Un événement annuel qui porte désormais le nom de Thierry Lejour, ancien joueur décédé sur le terrain lors d'un entraînement. Et on essaye d'avancer quand même et progresser dans ce sens de promouvoir le walking foot. Ici à Monaco, c'est depuis 2 ans. Que nous avons commencé. Et on a à ce jour 30 licenciés et on essaye de faire un tournoi annuel pour la fin de saison. Les bases du walking foot sont claires, pas le droit de courir, pas de contact, 3 touches de balle maximum, pas le droit de tirer au-delà de la surface et interdiction de pénétrer dans la zone devant le but. Heureusement, 3 arbitres étaient présents aujourd'hui pour réprimander les hors-la-loi. Souvent c'est la balle haute parce que le ballon s'envole un petit peu. Quelques petits contacts mais c'est pas sérieux, pas de blessure. À cet âge-là on est plus fragile je dirais. Et puis on laisse jouer le maximum. Parce qu'il faut que les joueurs qui sont là se fassent plaisir. Ce tournoi, Thierry Lejour, s'est déroulé sous le signe du beau jeu et de la bonne humeur, 2 valeurs clés du walking foot.
Moi, personnellement, la première fois qu'on m'a dit « Viens jouer au walking foot », comme tout le monde, on rigole. Et en fait, une fois qu'on a essayé, on prend plaisir et on se retrouve avec un esprit de 20 ans. Quoi. C'est une excellente expérience que j'ai eue aujourd'hui. L'ambiance déjà. Et puis voir des gens qui ont quand même un certain âge continuer leur passion, le football, ça c'est génial. L'équipe de Contes a remporté le tournoi. Une victoire presque anecdotique puisque le plus important après les matchs, c'est évidemment l'apéro, une autre valeur indissociable du walking foot. Et notez que le walking foot fera l'objet d'un prochain numéro de Tout Terrain, la nouvelle capsule On a testé pour vous de Yannick Debever qui nous en dévoilera un peu plus sur ce sport. Allez, on termine avec une date très importante. Demain, 31 mai, ce sera la fête des mères, bien sûr. Une journée qui permet d'avoir une douce pensée et un geste de tendresse envers nos mamans qu'on aime tant. Alors, qu'avez-vous prévu pour la vôtre? Quel message aimeriez-vous lui adresser? Voici vos réponses. Un beau cadeau à ma mère. Ma présence et une petite montre de sport pour ma mère. On va manger entre femmes, voilà, entre femmes. Donc, il n'y a plus la grand-mère, mais avant, on le faisait avec la grand-mère, avec les tantes, toutes les femmes. On a prévu ça, un petit foulard à sa maman. D'accord. Pour la fête des mamans. Maman, je voudrais pour ta fête t'apporter un très beau cadeau. Non pas un cadeau qu'on achète, mais mon amour, c'est bien plus beau. Mon amour, bisous. C'est tous les jours la fête. Ah oui. Les mamans, c'est tout, c'est la vie. Donc c'est important de fêter ce jour-ci. I work for a family here, so they will be celebrating. The children have been very busy all week, but keep it quiet. Shh. Je t'aime maman, merci. Merci de m'avoir fait comme ça quand même. I want to be near with my mother, but she's so far from here, and I can only call you, video call, and say, "Mom, I love you. I need you, Mom." Mwah. Voilà, n'oubliez pas vos mamans demain. Merci à nos reporters Yannick Debever et Thomas Deus qui ont tout fait pour que nous l'ayons bien en tête. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, vous retrouverez Sarah Nkari pour les prévisions météo de ce dimanche. Je vous laisse sur un retour en photo du jardin exotique. En fait, excellente soirée à tous sur Monaco Info et à demain, 18h30. Bonsoir à tous, bonne nouvelle, l'air devrait être un peu plus respirable demain. Quelques nuages viendront apporter un peu de fraîcheur et nous perdrons quelques degrés. Le thermomètre affichera 20 degrés le matin et jusqu'à 26 l'après-midi à l'ombre. Par comparaison, nous étions à 29 aujourd'hui. Attention, cela reste au-dessus des normales de saison. Ne perdez donc pas vos habitudes d'hydratation. Enfin, ce dernier jour du mois de mai, nous célébrerons la Sainte Pétronie, un prénom grec qui évoque la stabilité et la solidité. Rare chez nous, vous pouvez aussi souhaiter une bonne fête aux Pérettes ou aux Pérines. Passez une excellente soirée sur Monaco Info.